Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi, il est 18h32. On se retrouve pour un Zoom organisé par Midreshet Yehuda Manitou. On a le plaisir, comme chaque mardi, de retrouver Laura Vouziel. C'est donc un nouveau thème, toujours dans les écrits, dans les textes de Manitou, et un thème très très vaste, c'est quelle est la société idéale selon la Torah et selon la vie de Manitou. On a impatience de voir dans quelle direction, Rav Vouziel, vous allez prendre ça. Eh bien, bonsoir. Effectivement, Manitou va nous entraîner sur le chemin de la définition de la société idéale, mais avant d'y arriver, il va lui-même prendre beaucoup de détours, il va faire beaucoup de détours, et après qu'on ait vu dans, dans la première partie de son texte ce qu'il appelait la Shrina, c'est-à-dire, il a commencé par nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Mishkan et le Mikdash, en tout cas le début. Il nous avait parlé de la Shrina, la présence de Dieu. Et la semaine dernière, on avait rencontré donc cette présence qui était un peu la présence d'une absence, on peut dire d'une certaine façon. Et maintenant, brusquement, avant d'entamer véritablement son explication, il commence par nous parler du premier chapitre du Bereshit. Le premier chapitre de Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. On va lire les quelques lignes aujourd'hui, donc auxquelles on va se consacrer aujourd'hui, parce qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Dans ces quelques lignes, vous allez voir que Manitou va en fait emballer un thème entier très compliqué qu'il aborde très souvent par ailleurs et qu'on va essayer au moins aujourd'hui, non pas de comprendre à fond, mais au moins de repérer de façon au moins même simplement superficielle les tenants et les aboutissants. Il nous a donc dit qu'il y a l'alliance entre le créateur et la créature qui a pour objet de construire le Mishkan. Dans la suite du texte, Manitou nous dit la chose suivante. De même que tout le texte de la Bible, donc, par rapport c'est comme s'il nous faisait une véritable définition de ce que l'on doit faire quand on étudie la Torah. Donc il dit de même que tout le texte de la Bible, le premier chapitre de la Genèse est un récit qui ne se suffit pas d'une simple lecture. C'est-à-dire, il ne suffit pas de lire le premier chapitre de la Genèse pour le comprendre. En gros, on pourrait dire, il ne suffit pas, je veux dire ça d'une manière un peu paradoxale, mais c'est ce qu'il veut dire, il ne suffit pas de lire le texte pour l'avoir lu. C'est ce qu'il nous dit. Il ne suffit pas de lire pour avoir lu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne peut pas lire quand il faut lire? Il ne nous dit rien pour le moment. Il nous dit à la phrase suivante, oui, c'est vrai, ça ne suffit pas de lire. Pourquoi? Il faut une médiation de la mémoire traditionnelle. Là, je vais un peu agrandir le texte, parce que je vois que vous avez du mal à lire. Il faut une médiation de la mémoire traditionnelle pour remonter au temps des Hébreux qui ont entendu cette parole pour la première fois. Allons bon. Donc, pour pouvoir comprendre le texte de la Torah, c'est-à-dire pour pouvoir le lire, il va falloir ne pas le lire, mais le lire au travers d'une mémoire traditionnelle, c'est-à-dire d'une mémoire de la tradition, c'est-à-dire il faut essayer de se rappeler quelle est la tradition de lecture évidemment. Donc, pour lire un chapitre de Bereshit comme toute la Bible, je dois me rappeler comment fait-on pour lire un texte, c'est-à-dire remonter au temps des Hébreux qui ont entendu cette parole pour la première fois, à savoir, je dois me rappeler comment les Hébreux lisaient ça quand ils ont entendu Dieu lui leur dire « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ». Bon, c'est pas évident. Il faut bien reconnaître que c'est pas évident. Et s'il en est de la façon suivante pour le premier chapitre de la Genèse et que c'est la même chose pour toute la Bible, ça veut dire que nos chances de comprendre quoi que ce soit à ce qui est écrit dans la Torah sont fortement compromises. Comment puis-je comprendre quelque chose si à chaque fois que j'ai besoin de le lire, je suis obligé de me brancher sur la mémoire traditionnelle et remonter au temps des Hébreux la première fois?
Il précise même, nous sommes séparés de ce temps par plus de 3000 ans de temps culturel. À savoir que non seulement c'est pas évident, non seulement c'est pas évident de remonter, mais en plus, on a un handicap. C'est-à-dire qu'on n'est pas objectif. On a déjà 3000 ans de temps culturel, 3000 ans passés dans une culture quelle qu'elle soit. Ça peut être la culture de l'Orient ou de l'Occident, tout dépend d'où on vient, tout dépend quelles sont nos origines. Et ça nous empêche évidemment de pouvoir appliquer cette mémoire traditionnelle. Pour comprendre ce qui est dit, lignes 7 et 8, il faut remonter à ce moment culturel où la Bible parle en hébreu aux Hébreux. Bon, ben, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet la Bible dans la bibliothèque et puis voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, Manitou nous dit que c'est à partir de là qu'il va expliquer ce qu'est la société et quelle est la société idéale d'après la Torah. Mais quand il dit d'après la Torah, c'est le titre de son article, d'après la Torah, laquelle Torah il parle? La Torah qui était là il y a 3000 ans, il faut remonter dans le temps avec la mémoire traditionnelle pour comprendre ce qu'on dit. De quoi veut-il exactement parler? Et d'ailleurs, tout de suite après, il enclenche sur l'exégèse, le commentaire de ce texte. Ce premier chapitre qu'on a l'habitude de nommer la Genèse décrit le façonnement du monde, etc. etc. Donc il est l'heure de nous dire, voilà, mais c'est ce qui va nous arrêter aujourd'hui, de quoi parle-t-il? Pourquoi nous a-t-il introduit ce petit paragraphe dans lequel il nous dit, avant que je vous parle et je vous explicite et que je vous commente le premier chapitre de la Genèse, il faut savoir qu'il faut passer par la médiation du mémoire traditionnel. Alors, le texte que vous voyez maintenant, c'est le texte que vous pouvez trouver dans les 2 livres qu'a édité Marcel Goldman, dans lequel il a rassemblé tous les textes de Manitou qui ont paru dans différentes revues et dans différents journaux. Mais la note que vous allez voir maintenant n'est pas dans ce texte-là, c'est la note seulement qui est rajoutée pour moi et pour vous donc ce soir, à savoir qu'est-ce que c'est que la mémoire traditionnelle. La mémoire traditionnelle, voilà, c'est ce que vous voyez maintenant apparaître. J'ai trouvé 2 sources essentielles pour essayer de comprendre ce que Manitou veut dire. La première source, ce sont les textes des cours que Manitou a donnés et qui se trouvent sur Internet, que vous pouvez trouver là-bas, qui ont été transcrits. Ce sont des enregistrements qui ont été retranscrits ensuite en texte. Et à part ça, il y a évidemment les textes de Marcel Goldman, dans lequel on va voir tout de suite, dans la suite de la suite du cours, qu'il revient sur cette idée-là dans d'autres articles qu'il a fait paraître ici. L'essentiel, ce sera évidemment les articles qu'il a fait paraître, que vous allez voir, qui sont beaucoup plus détaillés, mais dans les cours, il en a parlé un petit peu aussi, quelquefois plus court, parfois plus longuement, mais du point de vue de la définition, c'est pas très clair. C'est-à-dire, il donne beaucoup d'exemples, mais il rentre pas dans la définition. La véritable définition, on va la trouver dans un autre article qu'il a écrit et qui a été donc rassemblé par Marcel Goldman. Donc, dans un texte de Purim en 1979, c'est-à-dire un cours qu'il a donné qui a été retranscrit, il nous explique. Cela veut dire, quand il a écrit ici, cela veut dire, c'est pas en rapport avec notre texte, c'est en rapport avec le cours qu'il était en train de faire à cette époque-là. Donc en 79, il parlait de Purim et il a expliqué quelque chose et puis il a écrit. Cela veut dire que la tradition orale précède la tradition écrite. Pourquoi dit-il ça? Je ramène au texte que nous venons de voir maintenant. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous a dit qu'il faut remonter au temps des Hébreux qui ont entendu cette parole pour la première fois. C'est-à-dire, nous devons lire le premier chapitre de la Genèse, mais il faut remonter au temps où ils ont entendu. C'est-à-dire, première idée dont on voit que Manitou explicite, c'est que pour comprendre l'écrit, il faut retourner à l'oral. Je dois réécouter cette parole pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Et donc, en Purim 79, il explicite quelque chose puis dit, la tradition orale précède la tradition écrite. Toute tradition écrite est une tradition orale mise par écrit. Qui peut la comprendre? Celui qui l'a mise par écrit, la mémoire traditionnelle.
Donc, on commence déjà à entrevoir ce que Manitou veut dire. Il veut donc dire qu'on ne peut pas comprendre le texte de la Torah si nous n'avons pas avec nous les clés de lecture de la Torah. La Torah qui doit être lue ne peut être lue que si on sait comment elle a été écrite, parce qu'au départ, elle n'a pas été écrite, elle était orale. Donc, la Torah qui était orale avait un sens, elle avait un sens pour ceux qui l'écoutaient, et ce sens s'est plus ou moins perdu, et nous avons besoin de la mémoire traditionnelle. Par tradition, on nous accroche avec l'époque de l'oralité, et nous pouvons nous souvenir, grâce à la tradition, de la manière orale dont ce texte était exprimé. Et donc, nous dit Manitou, la mémoire traditionnelle, c'est la capacité que nous avons ou que nous devons acquérir à revenir à l'oralité du texte écrit, de recomprendre et réentendre le texte. En 1985, dans un cours qu'il a donné sur la parashat Vayikra, il revient sur cette idée-là encore une fois, mais d'une manière un peu différente. Et c'est pour ça que ça va nous intéresser. Un lecteur qui n'a pas une information préalable, ici, voilà, un lecteur qui n'a pas une information préalable de mémoire traditionnelle, qui parle de la révélation elle-même ininterrompue, ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Là, c'est déjà différent. Il introduit une nouvelle notion que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire que la mémoire traditionnelle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette mémoire traditionnelle, elle parle de la révélation elle-même ininterrompue. C'est-à-dire, si vous voulez lire la Torah, nous dit Manitou, si vous voulez lire le texte de la Torah, eh bien, il faut savoir revenir à l'oralité, c'est-à-dire à la façon dont les choses étaient exprimées quand on ne les a pas encore écrites et qu'elles étaient seulement orales. Mais on ne peut le faire que si on a une mémoire d'une tradition, c'est-à-dire une tradition qui puisse nous donner la mémoire, qui nous permet de nous souvenir de la façon dont on exprimait les choses. Et pourquoi cette mémoire est-elle possible, dit-il? Eh bien, elle est possible parce que la révélation de la Torah est ininterrompue. Si la révélation avait été interrompue, c'est-à-dire que ce qui avait été dit à l'époque ne s'était pas répété indéfiniment jusqu'à aujourd'hui, jamais on pourrait comprendre ce qui a été dit. C'est parce que la Torah, en fait, se perpétue par le moyen des différentes générations, chaque génération récupérant la mémoire de la génération précédente, grâce à la tradition, que la Torah continue de nous parler, eh bien, l'oralité qui était à l'origine de la Torah, en fait, elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à arriver jusqu'à nous. Et en fait, grâce à la tradition, nous avons la mémoire suffisante pour comprendre et relire et réentendre ce qui a été dit à l'époque du texte qu'on est en train de lire. Donc maintenant, on commence à comprendre. Il faut, en fait, réactualiser la Torah écrite comme si nous l'entendions en oral aujourd'hui. Un petit peu comme à la soirée du Seder, dans lequel on dit qu'il n'est pas suffisant de raconter ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Mais à la soirée du Seder, nous devons aussi vivre véritablement cette sortie d'Égypte comme si nous y étions. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. La mémoire traditionnelle, c'est maintenant non seulement la capacité d'entendre l'oralité, mais c'est cette capacité de voir, de discerner le message oral qui est inscrit dans l'écrit, et c'est possible de le faire parce que de génération en génération, la révélation était ininterrompue. Ininterrompue par les différentes générations qui ont transmis, et peut-être même à un niveau plus global et général,
La Torah n'arrête pas de parler. Comme dit le verset, Leolam Hashem dvarcha nimtza bashamayim. À tout jamais, Dieu, ta parole est dans le ciel. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu répète, on peut dire tout le temps, la Torah. Ce que la Torah est écrite devant nous, nous enseigne, c'est pas quelque chose qui a été dit, c'est quelque chose qui se dit maintenant au présent. C'est au présent que l'on lit la Torah. Et c'est ça ce que nous dit Manitou quand il nous dit, si vous voulez comprendre ce qui est écrit dans le livre de la Genèse comme toute la Bible, c'est pas suffisant de prendre un dictionnaire et d'essayer de voir ce que ça veut dire. Mais il faut entendre ce qui se dit aujourd'hui parce que cela se dit. Et ça, c'est par la mémoire traditionnelle. Dans le livre, dans la paracha de Toldot, il rajoute un petit élément. En fait, il dit, Toldot, c'est l'histoire d'un engendrement, on va y revenir plus tard quand on parlera de l'histoire, mais dit-il, c'est l'engendrement du Fils de l'homme qui se cherche dans ce récit. À savoir, l'histoire pour Manitou, c'est pas quelque chose qui raconte ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose qui nous relate des événements qui sont maintenant complètement terminés, mais c'est la création d'une identité qui se crée à partir du récit que cette identité-là est en train de déchiffrer. Nous nous créons nous-mêmes en lisant le récit. Nous nous créons nous-mêmes en lisant la Torah. Et donc, si on ramène ces trois sources ensemble, on commence déjà à comprendre que la lecture de la Torah n'est pas la lecture d'un roman, ou plutôt ce serait la lecture d'un roman exceptionnel, d'un roman qui nous demanderait de prendre part au récit qui est relaté dans l'écrit, dans la lecture, afin d'être partie intégrante de la création d'une identité qui se fait à partir de cette lecture. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un très beau film qui était un film pour enfants, qui s'appelait l'histoire qui ne se termine jamais, ou l'histoire infinie, comme ça, c'est quelque chose de ce style-là, Never-Ending Story. Eh bien, dans ce film pour enfants, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit un enfant lire un livre et devenir partie intégrante de l'histoire qu'il est en train de lire, mais à ce moment-là, puisqu'il est partie intégrante, il change l'histoire qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de lire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'action, un va-et-vient entre lui qui est en train de déchiffrer le texte et le texte lui-même qui est en train d'être déchiffré. Il change le livre en y participant et à chaque fois il lit un livre différent. C'est pour ça qu'ils appellent ça une histoire qui ne se finit jamais, puisque le lecteur n'en finit jamais de lire, puisqu'il y participe à l'histoire. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Nous devons participer à ce que la Torah nous raconte. Nous devons être partie intégrante du premier chapitre de la Torah. Comment peut-on y être partie intégrante? Grâce à la mémoire traditionnelle. La mémoire nous dit comment entendre la parole qui est écrite, c'est-à-dire comment entendre ce qui est parvenu depuis le moment où ça a été dit jusqu'au moment où ça a été écrit. Mais au moment où j'entends ce qui a été dit, eh bien, ce qui est écrit a changé pour moi. Je le lis maintenant de façon différente. Donc, dit Manitou, c'est l'engendrement d'un homme qui se cherche lui-même dans le récit. Moi, je deviens différent parce que maintenant, ce que je lis m'influence, me transforme, me change. Mon identité va être complètement différente parce que la lecture de la Torah, c'est moi que je suis en train de lire maintenant. La Torah, d'une certaine façon, c'est mon histoire, c'est moi. Et c'est moi que je découvre à l'intérieur de cette lecture. Et donc, de la même manière que le petit enfant qui lisait le livre et y participait avait donc une nouvelle histoire, une histoire exceptionnelle, une histoire qui n'a jamais été écrite. Imaginez, c'est ce que raconte ce film. En fait, cet enfant qui lit l'histoire, ce livre, ben, il lit une histoire que personne ne peut lire à sa place, puisque lui y participe et que les autres ne peuvent pas savoir de quelle façon lui participe au livre.
Mais là, c'est la même manière. Quand je lis la Torah, si je n'y participe pas, alors j'ai peut-être lu des informations extrêmement importantes. Il faut savoir quelle est la halakha, il faut savoir comment respecter Shabbat, il faut savoir ça. Ça, je suis obligé de le lire, c'est comme ça. Mais la véritable lecture de la Torah, c'est celle dans laquelle moi je participe à la Torah. Et donc, d'une certaine façon, grâce à la tradition de mémoire qui m'a été transmise par les générations précédentes, je sais comment m'intégrer à l'intérieur de ce livre et comment devenir, en fait, partie intégrante du livre. Donc, ce sont les trois idées qu'on voit dans les trois cours qu'il a donnés en 79, en 85 et en 92. Dans les livres qui ont été rassemblés, les articles qui ont été rassemblés par M. Goldman, il apparaît deux fois une explication prolongée de Manitou sur cette idée de la mémoire et de la mémoire traditionnelle. Donc, dans le premier volume, à la page 252, j'ai pris donc un passage, c'est pour ça que je ne donne pas ni le titre ni le sujet de l'article, ce n'est pas tellement important pour nous, ce qui est important, c'est juste l'idée. Il nous dit la chose suivante. Je suis là, je vais l'indiquer là maintenant, dans ce paragraphe que vous voyez là maintenant, qui est en gris devant vous. Alors que l'attitude de la tradition parisienne est une attitude inverse, il parlait avant de l'attitude, pas des pharisiens, mais des sadducéens, et il nous dit, c'est l'attitude d'un homme qui vient d'une histoire. Regardez bien, l'attitude d'un homme qui vient d'une histoire. J'ai un passé, j'ai une histoire. Mais avoir une histoire, ça veut dire que quelqu'un l'a raconté, cette histoire. Eh bien, j'ai une mémoire. Je me souviens. Mais je me souviens de quoi? J'ai une mémoire qui vient d'une manière d'être homme dont la Bible a parlé dans l'histoire d'Israël. Je me souviens que cette façon d'être homme que la Torah nous décrit tellement souvent, c'était moi. C'était moi. C'est moi dont je parle. Parce que quand la Torah dit lotirtsar, lotinaf, etc., elle ne veut pas nous dire simplement ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle veut nous dire soyez cet homme qui jamais, oh jamais, ne fera une chose pareille. Parce que pour lui, lotirtsar, c'est une impossibilité. Parce que c'est lui. Lui est un homme qui ne pourra jamais commettre un assassinat. Et donc, nous dit Manitou, c'est donc un homme qui vient d'une histoire, qui a une mémoire, qui vient d'une manière d'être homme dont la Bible a parlé dans l'histoire d'Israël, et qui, à travers cette mémoire, ici il avait écrit par la médiation de cette, c'est que ce livre que son père lui a transmis a un sens et que c'est le sens vrai de la destinée humaine. J'ai une certitude que ce qui est écrit dans la Torah me concerne. Et il me concerne parce que ça a concerné mon père, et ça a concerné le père de mon père, et comme ça jusqu'au moment où Dieu a parlé et que ce qui a été dit oralement est apparu maintenant sur le texte, sur la feuille, et que c'est maintenant ça que je suis en train de déchiffrer. Je ne sais pas encore en donner la preuve, mais je le sais, par la tradition familiale, par la mémoire. Et donc dans ce texte, on voit aussi que Manitou revient sur cette idée, que les prouchim, les pharisiens, n'étaient pas de ceux qui prenaient le texte de la Torah comme on prend un livre de physique ou de mathématiques, c'est-à-dire qu'on y cherche des informations, ou bien comme un livre d'histoire dans lequel je cherche à savoir quels étaient les événements qu'il y avait à telle ou telle époque. Pas du tout. Je lis le livre parce que je veux faire partie de l'histoire que ce livre raconte. Ce livre qui est devant moi, la Torah Shebirtav, la Bible, elle parle de l'histoire d'Israël. Mais Israël, c'est moi aussi. Moi aussi, j'en fais partie. Donc, je ne suis pas intéressé à lire les détails des événements historiques. Peu m'importe véritablement si Yaakov était blond ou qu'il était brun, qu'il avait marché de telle façon ou qu'il avait couru de telle manière. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je vais devenir grâce à la lecture de la Torah qui raconte cet homme-là, cette manière d'être homme qui est en fait la mienne. Yaakov, c'est moi. Abraham, c'est moi. Yitzhak, c'est moi.
C'est pour ça que je lis leurs histoires. Je lis ce que la Torah Shebirtav me dit, parce que la tradition familiale est mémorisée de génération en génération, et elle passe de génération en génération, et c'est pour cela que j'y suis attaché, parce qu'elle me permet de déchiffrer le sens qu'a le texte quand il a été transmis par Dieu au moment de la, au moment de la, dire ça, où elle a été dévoilée à Israël. Donc, c'est extrêmement différent qu'une lecture scientifique. Nous ne sommes pas des étudiants dans un amphithéâtre à l'université. C'est ce que nous dit Manitou. Ce n'est pas notre manière de lire le texte. Nous lisons le texte parce que nous en sommes une partie entière, parce que, quoi qu'on arrive, la mémoire de la tradition ou la tradition de la mémoire nous amène à être des êtres différents, à prendre une identité différente. Dans le deuxième volume qui a été rassemblé toujours par M. Goldman, à la page 137, il écrit la chose suivante. En premier lieu, en effet, la perception historique que nous pouvons avoir de nous-mêmes est de l'ordre de la mémoire. C'est clair. C'est-à-dire, évidemment, si je veux comprendre d'où je viens, eh bien, il faut que je me souvienne de ce qui s'est passé. Quoi de mieux pour se souvenir de ce qui s'est passé que de prendre un livre d'histoire qui va me raconter, qui va me faire le récit des événements passés. Et dit Manitou, nous sommes inévitablement confrontés à un passé dont nous sommes issus par engendrement et pas seulement par souvenir. Là, il entre donc plus profondément dans ce qu'il a écrit ici sur la tradition familiale et la mémoire. C'est-à-dire, nous avons un passé double. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé, mais nous avons une tradition familiale qui nous apporte par engendrement une actualisation de la mémoire. La mémoire que nous avons aujourd'hui de ce qui s'est passé, elle n'est pas seulement à travers celle que nous avons obtenue, à travers la lecture des livres d'histoire, mais aussi par la tradition familiale parallèle à la mémoire qui vient et qui renforce, on peut dire, et inversement la mémoire la renforce aussi, qui vient renforcer la mémoire et le souvenir. Donc, dit Manitou, c'est maintenant la phrase la plus importante pour nous, pour comprendre de quoi il s'agit. La première chose à éviter, dit Manitou dans ce texte, est donc le risque de dénaturer ce passé commun par notre équation personnelle. Nouvelle idée qu'on n'avait pas encore vue chez Manitou. Qu'est-ce que c'est que l'équation personnelle? L'équation personnelle, c'est la façon dont moi je me sens concerné par ce dont je me souviens. C'est mon équation personnelle, c'est mon identité. Et là, Manitou dit, attention, je vous ai expliqué jusqu'à présent comment et pourquoi vous devez arriver à lire la Torah comme quelque chose auquel vous participez. Mais n'est-ce pas un danger, nous dit Manitou? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Le danger, notamment, d'y introduire ma propre subjectivité, d'y introduire mes propres problèmes, mes propres on peut dire, aspirations, mon équation personnelle, mon identité, alors qu'en fait, je dois entendre ce que Dieu disait à l'époque. Le fait que j'y participe, est-ce que ça n'introduit pas, en fin de compte, une espèce de résonance, de distorsion à l'intérieur des sons et des mots qui me parviennent depuis la période et le moment où le texte a été dit oralement par Dieu? C'est la première idée que Manitou soulève. Il faut faire attention, elle ne doit intervenir qu'en second lieu. D'abord, tu entends ce que Dieu dit, ensuite, tu essayes toi aussi d'y être, d'y participer et d'y être concerné. Regardez, il le dit la phrase suivante, il faut bien que cette mémoire existe, j'aurais dit d'abord, très objectivement, et à l'abri de toutes les altérations que peut nous faire subir la conscience subjective, comme je viens de l'expliquer. Donc il dit, attention, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Tu dois être partie intégrante du texte que tu es en train de lire de la Torah, mais si tu l'es, fais bien attention.
ça ne soit pas une lecture exclusivement subjective, c'est-à-dire une lecture qui ne concerne en fait que toi. Or, dit Manitou, le contenu de cette mémoire existe. On pourrait avoir un doute, peut-être n'y en a-t-il pas, parce que c'est l'ensemble de ce que nous nommons la tradition, c'est-à-dire la mémoire traditionnelle. Donc voilà ce que Manitou nous dit ici. Il nous dit donc, il y a si on veut résumer, c'est pas très compliqué, en fait, enfin, si, c'est compliqué, mais au moins au niveau du résumé, ça ne sera pas trop compliqué. Quand je lis la Torah, je dois savoir que ce que je dois arriver à faire, c'est entendre Dieu parler. On va dire de cette manière la plus simple possible. Je dois entendre Dieu parler. Je dois entendre Dieu dire les mots. Pour que je puisse entendre dire les mots, j'ai besoin de la tradition, c'est-à-dire une mémoire traditionnelle, une mémoire qui me dit ce que la tradition nous a transmis sur la façon dont Dieu a parlé, quel était son accent, comment a-t-il dit, comment faisait-il, à quelle époque ça a été dit, avec quels mots, etc., etc. À partir du moment où j'entends, grâce à cette traduction, ce que Dieu dit, je peux véritablement participer au message divin et il devient pour moi quelque chose qui m'atteint personnellement, me transforme et me fait participer, au point de vue de mon identité, à la parole elle-même que Dieu est en train de dire. Dieu dit « tu ne tueras pas », eh bien je deviens quelqu'un, entre guillemets, de pacifiste en entendant Dieu le dire. Tu ne voleras pas, je deviens quelqu'un pour qui le vol est quelque chose qui le dégoûte. C'est comme ça. Maintenant, ça me dégoûte, c'est mon naturel, c'est moi. J'entends Dieu, c'est fini. C'est moi. Je ne peux plus agir autrement. Je ne peux plus penser autrement. Donc pour moi, c'est devenu partie intégrante de mon identité. Mais à partir du moment où je le dis comme ça, est-ce que je ne vais pas, moi, introduire un peu trop de subjectivité là-dedans? Peut-être qu'en fin de compte, je vais insister un petit peu trop. Je vais peut-être rallonger la sauce, comme on dit. Peut-être qu'il faudrait éviter tout ça. Eh bien, c'est pour ça, nous dit Manitou, qu'il faut faire attention. Il y a des éléments extrêmement subversifs dans cette conscience subjective qui essaye quelquefois d'altérer, comme il l'a dit, ou moi j'aurais dit plutôt de distordre cette façon d'entendre objectivement ce que Dieu a à nous dire. Comme vous l'avez remarqué, Manitou, en combien de mots? Ben, pas beaucoup, hein. On va revenir sur le texte, voilà, c'est pas beaucoup ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout, en 6 lignes, 5 lignes. C'est ce qu'il essaye de nous dire ici. C'est-à-dire, il nous prévient à l'avance. Vous allez maintenant entendre un commentaire du premier chapitre de la Genèse. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que l'interprétation que je vais vous en donner correspond bien au texte qui est devant vous? Nous dit tout de suite Manitou, c'est pas comme ça qu'il faut me juger. Vous devez me juger, c'est-à-dire vous devez juger de ce que je vais dire de ce texte à partir de la mémoire traditionnelle. Vous devez essayer de vous souvenir vous aussi, c'est-à-dire de rétablir au présent ce que Dieu avait dit à l'époque pour que vous sachiez exactement les tenants, les aboutissants, les accents, les manières de prononcer qui étaient à l'époque, la rhétorique que Dieu avait à cette époque. Pour pouvoir véritablement saisir la façon dont Manitou aborde ce problème de la mémoire traditionnelle, je voudrais faire 2 remarques, une qui va être très courte et une qui va être très longue. La première va être très courte. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière, sinon vous pouvez toujours regarder la vidéo de la semaine dernière, mais dans la semaine dernière, nous avons vu dans ce texte, il y a eu des temps de déroulement de cette présence, puis il y a eu l'occultation de la Shrina. Et donc, on avait compris la semaine dernière que présence-absence, c'est une espèce de dialectique chez Manitou qui nous dit que la présence est toujours la présence d'une absence. La Shrina, c'est toujours la présence d'une absence. C'est le fait que je ressens l'absence de Dieu en permanence et cette présence, cette Shrina, c'est le fait justement d'avoir la perception de la présence de l'absence, la présence du manque. Eh bien, il se trouve que Manitou, c'est pas pour rien, et en cela,
c'est la grande différence, à mon humble avis, entre les textes en français qu'il a écrits par rapport aux textes qui sont maintenant traduits en hébreu, c'est que, comme vous le remarquez ici, dans le petit paragraphe qui suit, Manitou nous explique que le Mishkan, au niveau de l'espace, c'est-à-dire la Shrina, au niveau de l'espace, la providence divine, la présence divine, au niveau de l'espace, c'est la présence d'une absence. Eh bien, la lecture de la Torah a besoin de la médiation d'une mémoire traditionnelle, parce que lire la Torah, c'est aussi la présence d'une absence. Lire la Torah, c'est avoir au présent ce qui est absent maintenant, ce qui a été dit il y a longtemps, ce qui est une absence pour moi, c'est-à-dire l'oralité de la Torah. La Torah qui, une fois que Dieu a dit, a prononcé, et que je ne peux plus entendre maintenant, et qui est absente pour moi, eh bien la lecture, c'est justement relire, réentendre cette absence de sens qui est précisément la présence d'une absence. Et en fait, ce que nous dit ici Manitou, c'est que le rôle de la Shrina dans le Mishkan et le Mikdash est parallèle avec le rôle de la lecture de la Torah. La Shrina dans le Beth Amikdash, c'est comme l'étude de la Torah, à savoir la création d'une présence de l'absence, une recréation. Et c'est pour ça que l'étude a une telle importance. Je vous renvoie aux nombreux textes où Manitou parle de l'étude, et on va en étudier un après, une fois qu'on aura terminé justement sur ce problème de la société. On va parler sur le problème de l'étude de la Torah, et là, à ce moment-là, on verra beaucoup plus en détail toute cette notion-là de la relation personnelle qui doit être engagée par chacun d'entre nous au moment où il entame une lecture quelconque de la Torah. On va s'arrêter là sur ce texte, et je vais me permettre maintenant d'essayer de disserter un peu. C'est-à-dire, je vais essayer de montrer qu'en fait, Manitou fait appel ici à énormément de notions qu'il a découvert ailleurs et évidemment aussi en lui-même, puisqu'il avait ce génie de pouvoir de faire ce qu'il appelle un chidouche, c'est-à-dire un renouvellement de sens. Et ce renouvellement de sens, en fait, vient du fait que la problématique que soulève ici Manitou, c'est la question de la représentation du passé. Comment se représente-t-on le passé? En gros, qu'est-ce que l'histoire? Et pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'est la représentation du passé, eh bien, c'est en fait une image, un texte qui se donne comme la présence d'une chose absente et que maintenant j'aimerais bien comprendre en tant que tel. C'est ça ce que Manitou essaye de faire. Il nous dit, vous allez, pour comprendre ce qu'est la société d'Israël, devoir lire un texte de la Torah. Mais faites attention, un texte de la Torah, ça ne se lit pas comme dans les monastères, ça ne se lit pas comme dans les églises ou les mosquées, ça ne se lit pas non plus comme à l'université, ça se lit avec une mémoire traditionnelle. Et pour cela, et pour que nous comprenions exactement à quel plan se situe Manitou, il va falloir croire que cette problématique de la représentation du passé, elle a en fait, j'aurais pu dire, 3 composantes importantes. Premièrement, il va falloir qu'on comprenne de façon succincte au moins qu'est-ce que la mémoire. Pas d'un point de vue philosophique, tellement, mais véritablement, qu'entend-on par la mémoire? Quand il dit mémoire traditionnelle, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Deuxièmement, on va devoir comprendre ce que c'est que l'histoire, raconter ce qui s'est passé. Et enfin, qu'est-ce que l'oubli? C'est-à-dire, puisque Manitou nous dit on a besoin de passer par la médiation de la mémoire traditionnelle, nous devons donc comprendre la mémoire, 1, la tradition et l'histoire, 2, et enfin 3, l'oubli. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il qu'on a oublié? Pourquoi n'avons-nous pas naturellement cette capacité? Donc cette petite expression qu'a inventée Manitou, la mémoire traditionnelle, eh bien cette locution qu'il a inventée, elle comporte en fait 3 thèmes. La mémoire, la tradition et l'histoire,
et l'oubli qui est à l'origine de l'invention de la locution elle-même. Et c'est ce qu'on va essayer de s'occuper maintenant, c'est-à-dire je vais essayer de vraiment donner ça en quelques mots, hein, pour ne pas rentrer trop longtemps, pour ne pas allonger trop la sauce, comme on dit, mais il va falloir quand même qu'on en parle pour avoir une idée, et à ce moment-là, je pense qu'on aura mieux compris ce que Manitou veut dire, quoiqu'il me semble que jusqu'à présent, on voit bien dans quelle direction il va. Bon, faisons ça rapidement. La question que Manitou nous pose donc, c'est premièrement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est donc que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la tradition, l'histoire. En gros, la question elle est suivante. De quoi se souvient-on quand on se souvient de quelque chose? Donc, la mémoire, c'est quoi? En gros, de quoi on se souvient quand on se souvient? D'un certain point de vue, la mémoire, elle dit qu'elle est fidèle au passé. On se souvient de ce qui s'est passé. Et je suis sûr que tous, à notre âge maintenant, on a énormément de souvenirs, Baruch Hashem, une bonne mémoire encore, Dieu préserve. Et bien donc, que voilà, on se souvient et on est sûr, voilà, c'est quelque chose. Mais en fait, on sait que ça relève aussi de l'affection, des passions. C'est-à-dire, quand on se souvient, est-ce qu'on se souvient de l'impression que les choses ont fait sur nous, ou bien on se souvient des choses elles-mêmes? C'est ça la question. Manitou y répond ici. Mais la question, elle était derrière ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, en fait, il nous a dit, de quoi se souvient-on? De ce qui s'est passé ou de la façon dont ce qui s'est passé nous a marqué, nous a influencé. Il parle donc de l'hébreu à l'époque des Hébreux. L'hébreu, c'est celui qui peut revivre le passé. C'est-à-dire, nous dit-il, on essaye de revivre pas trop l'événement qui a eu lieu à l'époque, parce que cet événement, c'est ce qui est écrit précisément. Quand nous disons la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. L'événement, on s'en souvient, l'événement. Mais la façon dont un Hébreu à l'époque a entendu cette phrase, c'est-à-dire la façon dont il l'a vécue, la façon dont elle l'a influencé, elle lui a fait une impression, c'est ça qu'on attend de la mémoire traditionnelle. C'est-à-dire, nous dit Manitou, je recherche véritablement à réentendre ce que Dieu dit, l'objectivité, avec la subjectivité particulière à cette époque, particulière à l'époque hébraïque. C'est ça que la mémoire traditionnelle doit m'amener. Donc, quand on se pose la question, de quoi doit-on se souvenir? Eh bien, on doit se souvenir de l'impression sensible qu'on a reçue à l'époque quand on a entendu pour la première fois cette parole. C'est ça la réponse de Manitou. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand on parle donc d'une mémoire, il y a des choses qui véritablement sont des choses qui nous marquent parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il y a des choses pour lesquelles on a envie de se souvenir parce qu'on veut absolument en garder le souvenir. Eh bien, la mémoire traditionnelle de Manitou est un peu composée de ces deux façons de se souvenir. Il y a des choses dont je me souviens parce qu'elles m'ont marqué. Il y a des choses dont je me souviens parce que je veux absolument m'en souvenir. J'ai un examen de maths demain, je veux absolument me souvenir des équations que je dois résoudre. Ah, ça, je veux absolument. Ça, c'est moi qui me force à me souvenir. Mais j'ai vu mon grand-père il y a tel et tant d'années, eh bien, je m'en souviens. C'est comme ça, je m'en souviens. Je ne me rappelle pas de tout, mais je me souviens de quelque chose. Et donc, nous dit Manitou, là, il y a les deux. Il y a un devoir de souvenir. Il y a une mémoire qui est traditionnelle. On te demande d'une part de récupérer cette mémoire, j'aurais dit, de l'impression sensible qu'il y avait au départ, mais on te demande aussi à la fois d'en faire un effort de te souvenir, mais aussi qu'elle devienne naturellement un souvenir qui soit naturel pour toi. En gros, je me force à me souvenir de ce que je me souviens de toute façon. Je me souviens de mon grand-père, mais je me force à essayer de m'en souvenir. C'est les deux à la fois. C'est en cela
qu'est composée cette mémoire traditionnelle. Mais d'un autre côté, il va falloir faire attention. Parce que quand il y a ce travail du souvenir, ce travail de la mémoire, ce travail que la mémoire traditionnelle me force à accomplir, eh bien, il y a peut-être un abus. C'est ce que Manitou nous parlait donc dans le dernier texte, quand il parlait du danger. Effectivement, parce que la mise en image du premier souvenir va devenir une reconstruction. C'est nécessaire. Je me fais référence à un antérieur réel, je fais référence à un événement passé qui a vraiment existé. Et il nous l'a dit, c'est quelque chose qui est objectif, il faut s'en souvenir. Mais quand je fais référence à cet antérieur, eh bien, je reconstruis. D'où on peut poser la question de la fiabilité de cette mémoire et évidemment de sa vulnérabilité. Peut-être qu'elle n'est pas en fait aussi bonne que ce que je veux véritablement faire. D'où on peut arriver à faire ce que l'on appelle un abus de mémoire. L'abus de mémoire ici, dont Manitou nous a parlé, était celui qui a introduit sa subjectivité. En fait, ce n'est pas la seule possibilité. Manitou cite un exemple d'un abus de mémoire, mais dans les études sur la mémoire, notamment celle de Paul Ricoeur, qui a écrit un livre entier de 650 pages sur la mémoire et l'oubli, il y a trois grandes manières d'abuser de la mémoire. Il y a ce qu'on appelle la mémoire empêchée, la mémoire manipulée et la mémoire obligée. Trois grands volets. On va voir que Manitou fait surtout référence à la mémoire manipulée. Mais il y a en fait deux autres manières qui peuvent véritablement altérer cette mémoire traditionnelle, dont Manitou ne parle pas dans ce texte-là, il n'est pas obligé de tout parler, mais que nous allons devoir effectivement soulever pour éviter précisément de tomber dans le travers de ces abus-là. On va commencer par la mémoire empêchée. C'est très simple. C'est la difficulté de se souvenir d'un traumatisme. C'est-à-dire que le travail de mémoire que l'homme doit accomplir peut véritablement arriver à buter sur le traumatisme. C'est-à-dire, je veux bien, par la tradition, essayer de me souvenir de ce que Dieu voulait dire, mais ça passe par un traumatisme. Je me souviens, par exemple, à la fin de la guerre, que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu me protège, mais à la fin de la guerre, la présence de la Shoah et de ses horreurs m'empêche, c'est un véritable traumatisme, de faire ce travail de la mémoire traditionnelle. Ce n'est pas une question de subjectivité, comme l'a dit Manitou, mais c'est quelque chose de véridique. Je ne peux pas lire de la manière traditionnelle le texte de la Torah parce que cette mémoire traditionnelle me force à me mesurer à quelque chose qui me dépasse, que je ne peux pas supporter. Et il faut attendre que le temps passe et d'arriver à une certaine réconciliation avec son passé pour pouvoir se rétablir et revenir. Combien de gens ont quitté la Torah parce que les horreurs de la guerre, les horreurs de la Shoah leur ont empêché de se placer dans le déroulement de cette tradition, de cette mémoire traditionnelle qui a commencé depuis l'époque d'Israël et des patriarches jusqu'à aujourd'hui. C'est une mémoire dont Manitou, un abus de mémoire dont Manitou ne parle pas, mais qui est présent aussi et dont il faut aussi évidemment être conscient. Ce dont oui Manitou parle, c'est la deuxième possibilité, c'est la mémoire manipulée. À savoir qu'il y a des manipulations idéologiques de la mémoire. Je rappelle, par exemple, que dans l'histoire palestinienne est une histoire qui est profondément manipulée. Quand on voit les livres, les articles qui sont écrits par des intellectuels palestiniens, on ne peut pas ne pas remarquer très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, une véritable manipulation de l'histoire. Tout ça, évidemment, à des fins politiques, à des fins de reconquête ou de revendication d'une identité. Dans leur cas, c'est véritablement le cas, puisqu'il va effectivement essayer de reconquérir ou créer une identité palestinienne. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le caractère narratif d'un récit par la mémoire va entrer et créer quelque chose qui va, une mise en cohérence,
Et cette mise en cohérence, elle a une volonté derrière cette mise en cohérence. Je vais expliquer. On raconte l'histoire d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on a un projet politique, un projet qui peut être un projet idéologique. On essaye de faire passer un message et donc on reconstruit ça d'une certaine manière. Par définition, tout récit, c'est sélection et mise en cohérence. Et donc, c'est la narrativité du récit de mémoire qui va en fait créer ce dont on va se souvenir et ce dont on va préférer oublier. Et donc, comme on a vu, ce travail de sélection va créer un certain nombre d'orientations qui sont abusives. Par exemple, la manipulation de la mémoire a tendance à user de ce qu'on appelle des stratégies de victimisation. C'est bien d'être victime, ça permet de se plaindre légitimement, de protester, de réclamer, et donc d'orienter le projet vers le futur. Comme vous l'avez remarqué, dans la propagande palestinienne, c'est véritablement la méthode qui est utilisée en permanence, bien que, encore une fois, sans rentrer dans le cadre de savoir ce qui est ou ce qui n'est pas, mais il est clair qu'à la lecture de la façon dont il parle du passé, de l'histoire palestinienne, il y a des énormités de manipulation qu'on ne peut pas ne pas remarquer et que même chez eux, il y a des gens honnêtes qui reconnaissent que ce récit, ce narratif mémoriel est franchement faussé. Enfin, il y a un autre problème, c'est le fait que Manitou nous demande de devoir nous souvenir. Nous avons le devoir de nous souvenir. Or, le fait d'avoir à se souvenir, c'est déjà un problème en soi. En effet, l'idée de devoir de mémoire fait intervenir une notion comme si j'étais obligé, j'ai une dette, je suis redevable. Je suis redevable par rapport à qui? Par rapport aux générations précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que je me sens obligé de me souvenir, même si en fait, j'arrive pas à me souvenir. C'est ça ce que souligne en fait Manitou, quand il dit qu'il faut faire extrêmement très attention dans cette évolution de la mémoire traditionnelle, parce que il y a des véritables problèmes qui ne sont pas évités si on ne fait pas attention précisément aux trois abus dont on a parlé maintenant, à savoir d'une part la manipulation, d'autre part le fait qu'on se sent obligé, même si ce n'est pas quelque chose de naturel, et enfin ce qui nous a traumatisés, qui nous empêche de véritablement faire utiliser et faire preuve d'une mémoire qui soit véritablement objective. Ça, c'est au sujet de la mémoire. Bon, maintenant, je vois qu'il reste entre 3 ou 4 minutes. Je vais donc juste commencer un petit peu, sans aller trop loin. Donc, là, on a compris maintenant qu'est-ce que la mémoire. Enfin, on a compris. On voit quels sont les enjeux de la mémoire. Je vais maintenant essayer de parler maintenant de la tradition. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la nature de la mémoire, plus ou moins, mais enfin, encore une fois, schématiquement, et surtout, éviter les abus de la mémoire, comme Manitou le fait à la fin de son texte, le 5e texte que j'avais cité, dans lequel il dit clairement, faites attention à la subjectivité, à la mémoire manipulée, parce qu'en fin de compte, une mémoire manipulée, ce n'est pas une mémoire. Quand on parle maintenant de l'histoire et de la tradition, on va devoir maintenant comprendre qu'une tradition, ça fait apparaître les problèmes issus des rapports entre la connaissance, l'histoire et l'expérience vécue elle-même. Or, ce que Manitou présuppose, c'est qu'il existe un rapport de confrontation, de lutte, de concurrence entre l'intention objective de la vérité de l'histoire et de l'autre côté, le fait que l'on veut rester fidèle par la mémoire. C'est-à-dire que la tradition nous dit voilà les événements. Ah oui, mais historiquement parlant, c'est pas ça qu'on lit dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, quand j'ouvre le livre, je lis quelque chose qui me semble différent.
Toi, tu me dis, non, 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 il faut que tu sois fidèle à la mémoire. Tu dois être fidèle à la mémoire de ce qui s'est passé. Ah oui, mais le livre d'histoire ne me dit pas ça. C'est ça le problème que soulève Manitou. La tradition, la mémoire traditionnelle. J'ai une mémoire, mais d'un autre côté, j'ai une histoire, j'ai une tradition. Et donc, d'un côté, je dois être fidèle à la mémoire, d'un autre côté, il y a la vérité historique qui me dit, hey, voilà ce qui s'est passé vraiment. Et donc, c'est ça dont on va parler surtout la prochaine fois, enfin surtout, on va commencer par cela. Et dans ce moment-là, on pourra effectivement comprendre de façon peut-être plus, en tout cas, ou aborder de façon plus claire ce que Manitou dit ici, quand il nous dit que nous ne pouvons véritablement lire la Torah que, que grâce à l'intervention de cette mémoire traditionnelle qui, au fond, est une espèce de synthèse entre la vérité historique d'une part et la fidélité mémorielle d'autre part. C'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine pour continuer. Voilà, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez ouvrir vos micros vous-même ou des remarques. Bevakasha. Ah, on n'entend pas. Ah, vous pouvez pas. Moi, je peux enlever les micros? On va essayer de voir, peut-être. Peut-être que moi, je peux enlever les micros. Ah oui, moi, je trouvais comment on fait pour enlever tous les micros de tout le monde. Non, il n'y a pas. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Je peux seulement. Je crois que je peux seulement enlever les. Personne, pas personne. Si quelqu'un veut intervenir, le plus simple, c'est que vous m'envoyez une petite main et à ce moment-là, je peux vous enlever la truc. À moins que vous puissiez vous-même, je ne sais pas. Ah, ça y est. Oui, oui. Je vais vous ouvrir les micros, mais une seconde, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, vous pouvez ouvrir les micros normalement. Mais Ravod. Non, voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez rouvrir le micro. Ravouziel également. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a commencé à poser une question. Bechavod. On a commencé avec le premier chapitre de la Torah. Après, on est allé avec Manitou très loin dans toute la Torah. Est-ce qu'on est resté un peu plus dans le premier chapitre? Est-ce qu'on est resté un peu plus? Oui, dans le premier chapitre, parce que moi j'ai cru. Pour le moment, non. C'est-à-dire que Manitou, avant d'entamer le commentaire du premier chapitre de la Torah, qu'il va commenter qu'il va commenter par la suite. Mais j'ai dit, avant d'y arriver, il a fait tout un petit paragraphe de 5-6 lignes dans lequel il parle de la manière dont on lit la Torah. Et c'est ça ce que j'ai essayé d'expliciter aujourd'hui et que je continuerai encore un peu la semaine prochaine. Et après ça, on rentrera dans le commentaire. Vous allez voir en quoi le commentaire, il est à la fois un commentaire qui prend en charge la vérité historique, mais qui par ailleurs va essayer d'exprimer, grâce à ce qu'il appelle la mémoire traditionnelle, exprimer le sens qu'ont les mots de cette vérité historique pour celui qui les a entendus la première fois, c'est-à-dire le sens que Dieu voulait leur donner. Et donc, pour pouvoir introduire à cette lecture un peu très nouvelle, qui a un véritable renouveau de sens, c'est pour ça que Manitou fait cette petite introduction pour dire faites attention, ce que vous allez entendre, c'est pas courant, c'est pas la lecture courante, c'est autre chose. Et il nous dit c'est parce que moi j'écoute ce que Dieu a dit au moment où il a écrit le texte. Je peux poser une question? Oui, Bakacha. Moi, ce qui est pas très clair, c'est que d'un côté, on doit presque rentrer dans l'histoire et presque c'est nous qui faisons l'histoire
avec ce travail de mémoire. Et c'est un peu, est-ce que ça débouche pas sur c'est le narratif de chacun finalement. Si nous, on doit rentrer, on doit lire la Torah, Mhm. presque personnelle, c'est-à-dire c'est Tout dans à fait. à chaque personnage, je vais être moi, Abraham, ou ça. Alors, c'est un côté narratif, c'est chacun, c'est son histoire à lui, et pas l'histoire Okay. C'est exactement, la question que vous posez, c'est exactement la remarque que fait Manitou dans le troisième texte, dans le cinquième texte, pardon, dans lequel il dit il faut faire très attention. Il y a un côté objectif de la mémoire traditionnelle qui est valable pour tout le monde. C'est ce côté-là qu'il faut lire, mais il faut aussi y participer du point de vue objectif, parce que la Torah s'adresse aussi à notre propre intimité, à notre propre subjectivité. Et donc, on doit nous aussi participer à cette Torah que nous avons reçue, mais à cette Torah objective. C'est pour ça qu'il dit, faites très attention que la subjectivité n'éteigne pas précisément le message objectif de la Torah, l'oralité objective. Mais entendre l'oralité, c'est l'entendre à sa manière, à sa façon. Et quand vous parlez d'oralité, finalement, la révélation, qu'est-ce que c'est oral? Qu'est-ce que c'est que Dieu parle? De quoi on parle? Et après, c'est Moshe qui a écrit. Quel est l'oral, quel est l'écrit? C'est la révélation. Ce que Manitou insiste, là, ça on en parlera quand on parlera vraiment de l'étude de la Torah, parce qu'un sujet très très intéressant et très compliqué à la fois, c'est que un petit peu comme dans la philosophie maintenant, avec notamment depuis Jacques Derrida notamment, on sait déjà que le problème entre l'écrit et l'oral est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas simplement qu'on écrit ce qu'on dit, mais il y a dans l'oralité quelque chose qui fait que, ou une dynamique qui n'existe plus dans l'écrit. Et retrouver l'écriture, dans l'écriture, l'oralité, c'est quelquefois une tâche extrêmement compliquée. Et c'est ça ce que Manitou dit qu'il faut faire, qu'il y a un oral toujours avant un écrit. Quand on verra l'étude de la Torah entre l'écrit et l'oral, on verra que Derrida a une position complètement différente et qui n'est pas inintéressante non plus, parce que lui pense au contraire qu'il n'y a jamais d'oralité avant une écriture avant. Ce que vous dites, en fin de compte, c'est la différence entre lire le Pentateuque et lire la Torah. Oui, c'est ça, c'est ça. Surtout ce que fait Manitou ici, puisque la plupart de ses articles étaient tournés vers des intellectuels qui étaient intéressés à écouter ce que la pensée de la Torah. Comme j'ai dit, les articles qu'il a écrits, c'était fait pour être lus, pas seulement par les communautés juives, mais aussi par les goïms, par des chrétiens ou des musulmans. Donc, ça s'adressait a priori à un public beaucoup plus large que simplement le public communautaire. Et donc, dans ses écrits, il avait effectivement l'intention de dire que nous avons une lecture particulière qui est celle de l'hébreu qui a entendu en hébreu. Et donc, c'est pour cela que nous avons une autre manière de lire que chez vous, et que peut-être que vous devez prendre maintenant le pli et recommencer à entendre et écouter ce que nous avons à vous dire. Est-ce que dans ce sens-là, Rashi n'est pas un peu exceptionnel, dans la mesure où ce qu'il tente justement, c'est de restituer la première parole, enfin le sens de, et à partir des mots, alors que les autres commentateurs auraient plus tendance à, entre guillemets, philosopher. Mais bien sûr, c'est très général ce que je dis là, mais il me semble que quelque part, Manitou a dû dire, Rashi est en train de nous dire comment est-ce qu'un hébreu lit cette chose-là. Et en ce sens, il est exceptionnel. Il le dit d'ailleurs, il le dit franchement. Il dit que Rashi, c'est véritablement la lecture de Chazal, c'est-à-dire Chachamim, c'est donc la lecture de la mémoire traditionnelle, c'est celle-là que nous devons avoir, et c'est notamment à la suite du Maharal. Le Maharal aussi, beaucoup plus tard évidemment que Rashi, mais lui aussi a cette même prétention, c'est celle d'instituer une lecture de la Torah à travers les Chachamim, à travers la Torah Shebe'al Peh. Alors que pour d'autres auteurs, ce n'est pas du tout le cas. Le Rambam, par exemple, a une lecture indépendante de Chazal. Il lit à partir de principes philosophiques ou de principes de la vérité scientifique qu'il connaît par ailleurs, et sans nécessairement faire référence au Chachamim. Merci.
Merci beaucoup, Ravouziel. Ok. Toda Rabba. Attendez, je voudrais poser une question. Oui, Baba Mais quand Manitou nous demande d'aborder un texte, en oubliant tout ce que nous avons entendu avant, tous les commentaires que nous avons entendus, c'est un petit peu contradictoire, non? C'est pas que c'est contradictoire. Ce qu'il veut nous dire, c'est que il y a une possibilité réelle d'entendre ce que la Torah a à nous dire, pas seulement de la lire. On va le voir quand on étudiera, encore une fois ce que c'est que l'étude de la Torah. C'est que il va expliquer que l'étude de la Torah, c'est pas lire la Torah pour la comprendre. Il donne par exemple le très bel exemple de la personne qui prend un dictionnaire pour bien être sûr des mots qui sont utilisés. Il dit, nous, on n'a pas besoin du dictionnaire. Ce que nous voulons, c'est entendre ce que Dieu a dit. Quand on l'entend, ça y est, on a compris. On n'a plus besoin de cela. Il y a une question sur le chat, Ravouziel. Est-ce que d'autres peuples ont entendu? Pardon. D'autres peuples ont-ils entendu la Torah? Oui, tout le monde l'a entendu. D'après les Chachamim, tout le monde a entendu la Torah, c'est-à-dire qu'au moment du mont Sinaï, tout le monde entier a entendu la Torah. C'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde et tout le monde a la possibilité d'entendre, de réentendre. Mais en fait, ce que va expliquer Manitou par ailleurs, c'est que c'est Israël qui a reçu cette capacité à avoir une mémoire traditionnelle. Les autres ont perdu cette mémoire, mais ils ont la trace de ce qui s'est produit. Et donc, ils l'ont entendu. Est-ce qu'ils l'ont entendu dans quelle langue? Ça dépend. Il y en a qui disent qu'ils l'ont entendu dans le Lachon HaKodesh. Et Manitou explique une fois, dans un texte, il explique que le Lachon HaKodesh, c'est chacun avec son langage. À partir du moment où ce langage essaye d'exprimer la voix de la Torah, voix VOIX, eh bien, c'est un Lachon HaKodesh. Vous avez dit tantôt qu'on devait se souvenir par fidélité au passé. Oui. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que par fidélité à moi-même d'abord, parce que je suis concerné par ce passé, sinon on parle d'autre chose. C'est pas nécessairement par rapport au passé, par ce que moi j'apporte dans ce... C'est un des thèmes que je vais aborder la prochaine fois. C'est un des thèmes que je vais aborder la prochaine fois, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que c'est que cette fidélité à la mémoire et pourquoi j'ai un devoir comme ça, on verra dans le 3e volet. Est-ce que j'ai un devoir d'être fidèle à la mémoire au-delà de ce que moi je pense être véritablement les faits et l'histoire qui m'est racontée devant moi? Et est-ce que j'en suis capable surtout? Et comment on peut à ce moment-là voir la critique biblique? Alors, la critique biblique, c'est exactement l'opposé de Manitou. Alors, oui, je sais. Oui. C'est exactement ça. Oui, mais la critique biblique, c'est de dire, je refuse d'avoir toute mémoire, je refuse toute tradition, maintenant je prends le texte comme s'il avait été écrit aujourd'hui. Et donc voilà, c'est moi qui crée un texte absolument subjectif. C'est moi qui le crée à partir de ce que je pense être les trucs scientifiques. Soit dit, par exemple, Manitou dit ça dans un de ses textes, il dit qu'il y en a certains qui attendent impatiemment qu'on fasse des découvertes archéologiques qui puissent prouver la Torah. Il dit, nous, on n'en est pas du tout là. Ça ne nous intéresse absolument pas. Absolument pas. Et en général, il faut bien reconnaître que juste à présent, ceux qui pensaient que l'archéologie allait prouver la non-véracité de la Torah, pour le moment, ce n'est pas le cas. Au contraire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, eh ben, on retrouve des preuves que la Torah est vraie. Donc, ça veut dire que même l'historicité de la Torah devient de plus en plus probante, ou prouvée en tout cas. Merci beaucoup, Ravouziel. Toda Rabba, Erev Tov.